Voilà, nous allons reprendre nos travaux, si vous le voulez bien, après cette pause de 10 minutes, enfin fois 3, mais nous sommes en Belgique et ce n'est pas nos amis français qui nous contrediront, mais on le savait. Ceci dit, nous sommes plus presque dans les délais. Après les deux premiers thèmes qui étaient, je dirais, d'une certaine manière plus historiques pour le premier et plus tourisme salutaire, thermalisme de bien-être ou ludique pour le deuxième, et qui nous a permis de faire apparaître des différences entre des villes thermales qui adhèrent au même projet, qui font partie, je dirais, du même groupement et qui portent ensemble, notamment au niveau européen, des projets ambitieux. Nous allons être plus concrets encore d'une certaine manière en nous intéressant à travers les deux derniers thèmes aux consommateurs, entre guillemets, mais pourquoi entre guillemets, puisqu'il faut bien l'appeler par son nom. Et le fait de parler d'un consommateur touristique est en même temps accordé une crédibilité et une valeur économique au-delà de la valeur culturelle et sociale à un secteur qui est celui du tourisme, voire ici appliqué au thermalisme, et d'autre part, en envisageant des notions de qualité et de label, et en vous laissant la parole évidemment pour nous permettre d'enrichir davantage encore ce débat. Je voudrais inviter le premier orateur qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous cet après-midi, c'est le professeur Alain De Cropp, qui est doyen de la faculté des sciences économiques et sociales, c'est bien cela, hein, de l'université de Namur. J'ai failli dire entre autres, hein, et principalement, précisément d'aborder cette thématique du consommateur de services touristiques. Nous vous écoutons avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci aussi aux organisateurs de m'avoir fait l'honneur de cette invitation, en partie à Madame Grégoire. Et donc, effectivement, je ne suis pas du tout expert du thermalisme. Mon domaine, c'est le marketing, c'est le comportement du consommateur, la plupart du temps impliqué dans des cadres touristiques ou de loisirs, de culture également. Et donc, on m'a demandé cet après-midi de vous faire un petit aperçu de ce à quoi ressemble le touriste consommateur aujourd'hui. Donc c'est un vaste programme. Je n'aurai certainement pas l'occasion d'aller dans tous les détails de ce qu'on pourrait euh, raconter de ce touriste qui est polymorphe, qui peut être évidemment considéré sous ses aspects économiques, sous ses aspects psychologiques, sociologiques, anthropologique, voire même historique, qu'on de faire l'exposé très intéressant tout à l'heure. Ici, mon focus, ça va être essentiellement trois questions. Qui est le touriste consommateur aujourd'hui? Je vais vous donner quelques chiffres pour camper le terrain. Je vais aller assez rapidement là-dessus pour aborder une question qui, à mon sens, est beaucoup plus intéressante. Comment le touriste, le vacancier, prend-il ses décisions? Parce que ça permet aux opérateurs, qu'ils soient privés, publics, de mieux ajuster leurs décisions marketing, leurs décisions opérationnelles, leurs décisions stratégiques. Et je vais avoir l'occasion de vous présenter une typologie assez originale de vacanciers sous cet angle-là. Enfin, je terminerai en évoquant 4, 5, 6 paradoxes aujourd'hui qui font du touriste quelqu'un d'assez particulier, quelqu'un de souvent paradoxal, et qui montrent aussi la nécessité de relativiser ces approches, qu'on soit en entreprise, qu'on soit en hôtellerie, qu'on soit dans les attractions touristiques, dans le secteur du thermalisme. Ces paradoxes sont interpellants. Je terminerai par là donc tout à l'heure. Alors, qui est le touriste consommateur? Quelques données de l'Institut national de statistique en Belgique pour camper le terrain, pour vous montrer tout d'abord que tout ce qui est consacré aux dépenses de tourisme, de loisirs, de transport, le thermalisme peut être considéré comme une dépense plutôt de loisirs, voire de santé, comme faire le débat de la session précédente. Le vent en poupe, je vous montre ici la distribution des dépenses des ménages belges sur la période de 1990 à 2015 pour les grands postes du budget du ménage, et donc en pourcentage, donc de manière
tout à fait relative, bien sûr, ce n'est pas les volumes que ça représente ici dans ce tableau. Vous voyez que les secteurs que j'ai épinglés dans le tableau, les transports, les loisirs, la culture, les hôtels, restaurants, ont vu leur part d'importance relative augmenter, aux dépens, la plupart du temps, des dépenses de base consacrées à l'alimentation, à l'habillement, les dépenses de logement restant, elles, souvent stables dans ce genre d'évolution. Donc, il est clair que s'inscrire aujourd'hui dans l'un ou l'autre de ces secteurs, c'est quelque chose de porteur. Ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde a l'occasion de manger sa part du gâteau, de profiter ici en l'occurrence au phénomène du tourisme et des vacances. Un petit rappel qui est quand même très très important, parce que c'est vrai qu'en opérateur, on est souvent aveuglé par l'évidence du tourisme. Or, ce n'est quand même pas le cas, puisque en Belgique, quand on regarde le taux net de participation aux vacances des Belges, on se situe souvent entre 50, 55%, rarement au-delà, ça dépend des années. Vous voyez que ces 3 dernières années, les années en tout cas 2010-2012 pour lesquelles on dispose des derniers chiffres officiels, le taux de participation a même légèrement diminué suite évidemment aux conséquences de la crise économique ambiante. Et donc ce taux net de participation, vous voyez qu'il est même moindre quand on considère des vacances de longue durée. Donc le concept de vacances de longue durée, c'est au moins 4 nuits, 4 nuitées passées en dehors de sa résidence habituelle. Et il diminue encore quand on regarde le taux net de participation aux vacances de longue durée à l'étranger. Il n'y a que, en Belgique, 40% de la population qui a l'occasion de passer ses vacances à l'étranger. Et donc, je pensais important de relativiser les choses d'emblée. Alors, en termes maintenant de volume, quelques chiffres sur l'évolution du nombre d'arrivées de touristes en Belgique sur une période de 15 ans. Vous voyez clairement que le tourisme, en termes de demande primaire, c'est un phénomène là aussi qui est en croissance, puisqu'on est passé plus ou moins de 10 millions d'arrivées en 1998 à près de 14 millions. Vous voyez là tout à droite sur mon graphique, 14 millions pour au niveau de la Belgique. Alors ces 14 millions se ventilent essentiellement à l'avantage de la Flandre, 8 millions d'arrivées en 2012 et plus ou moins 3 millions à la fois pour la région de Bruxelles-Capitale et pour la région wallonne. Vous voyez là aussi que non seulement en termes de volume, mais aussi en termes de croissance sur la période, la Wallonie, singulièrement, est à la traîne par rapport à Bruxelles, ça c'est très léger, mais surtout par rapport à l'évolution flamande qui a été bien plus importante en termes d'arrivées touristiques que sur la même période, la croissance wallonne qui est beaucoup plus plate ici sur la courbe. Alors, cette évolution en termes d'arrivées, très importante, plus ou moins plus 40% sur cette période de 15 ans pour le nombre d'arrivées, ne se traduit pas en Belgique en termes de nuitées de la même manière. Ce qui montre deux choses, des séjours de plus en plus courts, mais aussi une concurrence accrue avec des formes d'hébergement gratuites, non payantes, et c'est l'avènement, et on en parle beaucoup actuellement, du couchsurfing ou de l'échange de maisons, etc. Puisque donc, quand je parle ici des statistiques de nuitées payantes, on voit qu'il y a une légère augmentation de 2 ou 3% sur la période, mais qu'on reste, vous voyez la courbe du haut en bleu, aux alentours de 30 millions de nuitées en Belgique, qui était déjà le chiffre, on y était presque en 1998, on le dépasse avec près de 32 millions, mais on est très proche en 2012. Donc un tassement, une stabilité quasi de ce nombre de nuitées en Belgique, à la fois, vous voyez, des nuitées qui viennent de Belges pour la moitié, de touristes belges, de vacanciers belges, l'autre moitié de vacanciers, de touristes étrangers. Ça, c'est particulier aussi à la Belgique, c'est d'avoir cette mixité entre ces touristes internes, si vous voulez, et ces touristes qui viennent d'autres pays. Alors, en termes de destination, rapidement, puisque tout le monde sait que les Belges aiment bien la France, la France reste depuis de nombreuses années la destination privilégiée, malgré le caractère de plus en plus compétitif de certaines destinations comme la Turquie, comme la Tunisie, voire même plus récemment comme la Grèce, etc. La France reste la valeur sûre, aussi bien, vous voyez, pour les séjours de longue durée, donc 4 nuits et plus, que pour les séjours de courte durée. Avec des phénomènes aussi qui sont un peu différents. Vous avez par exemple dans le top 10 systématiquement en Belgique l'Autriche, mais qui est beaucoup plus prisée des touristes néerlandophones que des touristes francophones, à l'inverse par exemple de l'Italie qui séduit davantage les francophones.
Alors, en termes de mode de transport, là aussi, je vais aller assez vite parce que c'est assez intuitif. La voiture particulière reste évidemment l'outil numéro un, si je peux dire, le mode le plus fréquent des Belges. 56,9% l'utilisent pour se rendre à leur destination de vacances. 30-31%, et c'est une part évidemment qui est en augmentation ces 10 dernières années, notamment avec l'avènement et puis la croissance du phénomène low cost. 31% pour l'aérien, et les autres moyens de transport, vous voyez, sont beaucoup plus marginaux. En termes d'hébergement, là aussi, une certaine stabilité par rapport à l'hébergement traditionnel. J'en ai parlé en termes de nombre d'unités tout à l'heure. C'est l'hôtellerie qui se taille toujours la part du lion. Vous voyez ici avec 35,7%. D'autres hébergements, la location a aussi pas mal de succès. Vous voyez 16,7% ici pour l'hébergement loué, donc appartement, location de gîte. Et puis tout ce qui est autre type d'hébergement privé, et notamment donc les échanges de maisons, le séjour gratuit, etc. 17%, c'est quand même pas mal comme part de marché, et c'est en croissance si on regarde la période des 10 dernières années. Alors, dernière chose, dernier chiffre rapide que je vous présente en introduction, c'est une tendance à une saisonnalité beaucoup plus plate, une répartition, si vous voulez, des séjours sur toute l'année, tendance qui est beaucoup plus marquée, vous voyez, pour les vacances de courte durée. Donc, vous voyez bien sûr qu'il y a un pic pour les mini-trips, les city-trips au mois de mai, c'est le mois qui attire, et le mois d'octobre, je suis désolé, mais là, il est un peu caché, mais c'est les 2 mois qui, en termes de city trip et de vacances courtes, ont le plus de succès. Et bien sûr, pour les vacances de longue durée, le phénomène de saisonnalité est à nuancer, puisque les Belges restent avant tout des juilletistes, comme vous pouvez le voir ici sur le graphique. La plupart d'entre eux partent au mois de juillet. Alors, donc, après ces quelques chiffres qui nous permettent de mieux cerner le profil du touriste consommateur en Belgique, quelques mots sur la manière dont il prend ses décisions. L'idée, c'est de mieux comprendre comment un touriste, un vacancier en vient à choisir une destination pour ses vacances. Et donc, c'est des études que j'ai eu l'occasion de mener, notamment à l'occasion de ma thèse doctorat il y a quand même quelques années, et ensuite à l'occasion d'autres travaux de recherche, qui m'ont amené, sur base d'interviews, d'observations participantes, d'un suivi longitudinal de vacanciers dans le temps, à établir une typologie, une nomenclature de 6 types de touristes. Alors cette typologie est assez originale par rapport à ce qui se fait en général en matière de segmentation dans les entreprises touristiques, où on segmente traditionnellement par des critères sociodémographiques, l'âge, le type d'accompagnement, le type d'organisation, individuel versus groupe, la motivation principale, loisir versus affaires, etc. Ici, rien de tout cela. L'idée, c'est plutôt de distinguer et segmenter ces clientèles sur base de la manière dont elles prennent leurs décisions. Et je vous montrerai évidemment toute l'utilité de le faire. Alors, j'espère que vous allez vous reconnaître dans un de ces 6 types. Sinon, c'est que la typologie n'est pas exhaustive. Elle n'est pas exclusive non plus. Donc, ça ne veut pas dire qu'à une certaine période de votre vie, vous êtes plus rationnel et qu'après, vous allez devenir, par exemple, plus opportuniste, l'inverse. Donc, j'insiste bien là-dessus. Par contre, en principe, cette typologie devrait être exhaustive. Alors, le vacancier routinier, tout d'abord, c'est qui? C'est un vacancier qui ne se pose pas vraiment la question de la destination et du mode de vacances qu'il va choisir. C'est quelqu'un qui, parce qu'il a une seconde résidence, ici à Spa ou à la mer du Nord, va reproduire chaque année les mêmes comportements de vacances, souvent des gens qui vont partir aussi au même moment en vacances, qui vont reproduire les mêmes types d'activités, du thermalisme ici à Spa ou des promenades, des randonnées. Des gens en général pour qui les vacances c'est pas fondamental, donc ils sont faiblement impliqués dans leurs décisions de vacances. Au contraire, par exemple, d'autres décisions pour leur voiture ou pour leur maison principale. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est routinier? C'est souvent en fonction d'une certaine personnalité. On est casanier, on n'aime pas trop bouger, on a une aversion au risque assez importante, et donc le fait de retourner chaque année au même endroit, ça rassure. Et donc, c'est pas uniquement dans une seconde résidence qu'on aurait. J'ai rencontré pas mal de gens qui retournent chaque année au même endroit, tout en louant au même hôtel, donc en réservant exactement au même endroit pour se rassurer, pour ne pas, ce que j'ai entendu aussi,
perdre du temps à se familiariser ou refamiliariser avec un nouvel environnement. Vous voyez que ça peut sembler paradoxal, j'y reviendrai tout à l'heure quand j'évoquerai l'idée de paradoxe du tourisme et de sédentarité quelque part que l'on retrouve ici chez ces vacanciers routiniers. Alors donc des gens qui détestent le risque, préparation du voyage, souvent évidemment très limitée pour ces personnes puisque elles savent très bien où elles vont partir, elles n'ont pas à se documenter sur une région qu'elles connaissent très bien, elles n'ont pas non plus à préparer des activités sur place, etc., puisque c'est la routine qui va dominer. Alors le deuxième type est très différent du vacancier routinier, c'est le vacancier rationnel. Donc c'est quelqu'un là qui va, au contraire du vacancier routinier, s'impliquer très fortement dans son processus de décision, même si aussi, comme le routinier, souvent il a une forte aversion au risque. Mais le fait qu'il est fort, qu'il n'aime pas le risque, va l'amener, si vous voulez, à se documenter beaucoup, prudent et réaliste. Il va commencer très tôt à réfléchir à ses vacances. Typiquement, quelqu'un pour ses vacances d'été qui va déjà s'y prendre au mois de janvier pour commencer à réfléchir, pour collecter de la documentation, aller sur Internet à gauche et à droite, en parler autour de lui. Il va faire preuve de beaucoup de minutie dans la préparation et prend ses décisions dès que possible. Donc, dès que des contraintes, par exemple scolaires pour les enfants dans les familles ou des contraintes liées à ces congés annuels qu'on doit connaître évidemment avant de prendre sa décision de vacances, dès que ces contraintes sont levées, il ne va pas postposer la décision, mais grâce à une recherche d'informations très importante, il va prendre cette décision dès que le contexte le permet. Donc, pour cette cible-là, je puis dire, le mot d'ordre pour les tours opérateurs et les agences de voyage, c'est bien sûr d'informer, de rassurer et de donner dès que possible l'occasion de prendre sa décision et dont vous voyez apparaître de plus en plus les catalogues, de plus en plus tôt, que ce soit pour les sports d'hiver, on voit déjà apparaître maintenant, et nous sommes seulement au mois de juin, des catalogues pour la saison d'hiver qui s'annoncent dès le mois de décembre, etc. Donc, c'est cette cible-là, souvent, qui est évidemment privilégiée par les tours opérateurs. Alors, le vacancier hédoniste, troisième type de ma typologie, comme le vacancier rationnel, il est fortement impliqué par ses voyages. Cependant, ce n'est pas une implication qui est liée, si vous voulez, à sa peur de faire le mauvais choix ou de rater ses vacances. C'est plutôt une implication qui est liée à une passion, à des émotions très positives. Il adore partir en voyage, il adore aussi rêver vacances. Et donc c'est assez paradoxal, quelqu'un qui va aussi prendre autant de plaisir à se documenter et à planifier ses vacances que de passer les vacances elles-mêmes. Il va en parler aux autres, quelqu'un qui va pas hésiter non plus à être prosélyte et à envoyer des proches, des familles, des amis à des endroits de vacances que lui-même a visités ou que lui-même ne peut pas visiter pour des contraintes, des raisons budgétaires par exemple. Mais donc, de ce fait-là, il va quand même avoir une sorte d'expérience par procuration, si vous voulez, en envoyant d'autres personnes. Et donc, il va saisir toutes les occasions pour collecter de l'information touristique. C'est des gens qui, typiquement, s'ils vont visiter le salon des vacances à Bruxelles, vont revenir avec 2 sacs remplis de brochures et de catalogues, parce que ces brochures, elles ne vont pas uniquement servir pour cette année, elles pourront encore servir pour plus tard, et donc c'est la manière dont ces personnes raisonnent. Elles sont tellement passionnées par les vacances que tout au long de l'année, elles peuvent ouvrir les brochures pour réfléchir et même fantasmer certains projets de vacances qui peut-être n'auront jamais lieu. Et donc, du fait que le rêve, les émotions l'emportent sur la réflexion, ces personnes négligent souvent leurs contraintes, ce qui les amène tardivement, dans certains cas, à revoir leur projet de destination à la baisse. Quelqu'un qui rêvait du Brésil pour aller supporter les Diables Rouges et qui, 2 mois avant de se décider, doit revenir à des projets plus concrets d'un séjour en Belgique, à la mer du Nord, par exemple. Alors, bon, je ne sais pas pour dénigrer la mer du Nord, mais c'est quand même pas la même chose que Copacabana ou Rio de Janeiro, donc voilà. Et donc, ces personnes soit revoient leur projet à la baisse, souvent, soit les postposent parce qu'elles n'ont pas été suffisamment réalistes et le sentiment de frustration, cependant, reste limité parce que je l'ai dit, pour elles, l'important, c'est aussi de s'évader par la lecture de guides de voyage, par des recherches sur Internet de différentes possibilités de vol d'avion, etc.
Alors, quatrième type qui se développe aussi de plus en plus ces dernières années, c'est le vacancier opportuniste. Donc, comme le nom l'indique, le vacancier opportuniste, c'est quelqu'un qui va saisir l'opportunité. Au contraire du rationnel que j'évoquais tout à l'heure, qui va prendre sa décision dès que le contexte le permet, l'opportuniste, c'est tout le contraire. Il va attendre la dernière minute. Alors, pourquoi attend-il la dernière minute? C'est parfois, évidemment, pour des raisons financières, d'avoir un last minute, etc. Mais vous voyez bien que le contexte actuel des prestataires de services touristiques pousse de moins en moins aux réservations de dernière minute, puisque les prix sont, notamment sur le low cost, sont beaucoup plus intéressants, au contraire, si vous y prenez très très tôt. Mais donc, pourquoi veut-on attendre? Pour saisir aussi des opportunités sociales, hein. Donc, un ami qui peut vous inviter à se joindre à lui pour les vacances, une autre famille qui veut partir, les enfants qui eux-mêmes ont leur propre projet, etc. Tout ça fait que, parce qu'on est trop occupé professionnellement, parce que on manque aussi d'intérêt ou d'implication pour les vacances, on va attendre la dernière minute et on préférera saisir l'occasion financière ou l'invitation sociale quand elle se présente. Et donc, ça fait de ce type de vacancier quelqu'un de très difficile à toucher pour le tour opérateur ou pour les agences de voyage parce que ils sont imprévisibles, attentistes. Et donc, avec ce type de cible, évidemment, il faut venir très fréquemment avec des offres sur mesure, des offres de dernière minute. Dans un cadre évidemment de réseaux sociaux et d'actions de communication via Internet, c'est possible de suivre ces vacanciers opportunistes. Donc des gens qui aussi, parce qu'ils sont moins impliqués dans les vacances et attendent la dernière minute, vont minimiser la planification et la préparation de leurs vacances. Alors, un type qui fait souvent plus hausser les épaules, si je puis dire, de l'assistance, c'est le vacancier contraint. Pourquoi être contraint quand on parle de vacances? Ça semble contradictoire d'avoir quelqu'un qui subit davantage les décisions de vacances, les maîtrise, mais ça arrive, hein. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas partir en vacances, mais parce que dans une famille, l'époux, le conjoint adore les vacances, on le suit tout simplement. Parce que quand on est enfant aussi, on peut être contraint de suivre ses parents en vacances alors qu'on n'a plus envie, peut-être, si on est adolescent, d'encore accompagner ses parents pour des vacances familiales. Alors, les contraintes, elles peuvent être de trois ordres. Des contraintes peuvent être personnelles, des problèmes de santé qu'on a une année, ou le fait qu'on a perdu son boulot va faire que cette année-là, on sera un vacancier contraint et qu'on va se limiter à des vacances peut-être plus locales ou moins longues. Des contraintes peuvent être situationnelles, manque d'argent ponctuel ou interpersonnelles, des préférences divergentes. Donc j'ai évoqué le cas d'enfants, par exemple, qui seraient forcés de suivre leurs parents alors que d'aller en montagne, par exemple, alors qu'ils préfèrent une destination plage et la mer en général. Et donc, ces vacanciers finissent par partir en vacances à contre-cœur, forcés par d'autres à voyager ou à faire telle activité, visiter tel endroit. Ce que j'ai rencontré aussi dans les interviews que j'avais, je ne peux pas être machiste, mais pas mal de dames qui disaient aussi qu'elles se sentent parfois contraintes dans leurs vacances par le choix du mode d'hébergement. Hein, quand il s'agit de choisir un gîte ou un meublé, une location plutôt que l'hôtel, ça implique aussi pour l'un des parents, l'une des personnes dans le ménage, de devoir cuisiner aussi et de s'occuper comme on le fait au jour le jour de la petite popote quotidienne. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Je ne dis pas que je défends ce point de vue. Et donc dans ce cas-là, ces personnes se sentent aussi quelque part contraintes par le choix de vacances. Enfin, dernier type, c'est le vacancier adaptable, un vacancier qui, lui, est plutôt fortement impliqué dans ses vacances et qui, comme le nom que j'ai utilisé pour qualifier ce type de vacancier, va adapter ses choix de vacances, va multiplier les formules de voyage, les modes d'accompagnement. Tantôt, il partira, dans une famille par exemple, ce sont des parents, un couple qui partira en couple. Tantôt partira un autre séjour avec les enfants qui eux-mêmes auront des projets personnels en plus des vacances familiales, etc. Et donc, il faut s'adapter à tout cela, à ces contingences qui sont proposées aux uns et aux autres, même si on fait partie d'une même unité de prise de décision, une famille ou un groupe d'amis. Et donc, c'est des gens souvent qui ont plusieurs projets en tête, qui vont se faire un point d'honneur à faire aboutir, même dans le temps, en se disant, si c'est pas cette année, c'est pour l'année prochaine, c'est pas grave. Et donc, dans ce fait-là, des gens qui sont pas trop frustrés, même si un projet de vacances n'aboutit pas. Cette flexibilité, cette adaptabilité, elle est aussi valable pendant les vacances elles-mêmes.
Donc, pendant les vacances, même si on avait planifié telle ou telle chose, on ne va pas hésiter à changer. Changer ses activités de la journée, par exemple, en fonction de la météo, ou en fonction de ses envies du moment, ou si on avait planifié de rester à 1 heure à un endroit, mais qu'on trouve le paysage magnifique, on va pas hésiter à y rester plus longtemps que prévu. Et donc, ces adaptations en termes de prise de décision conduisent souvent à des choix peu prévisibles, tardifs. Problème aussi, évidemment, quand on veut toucher ce type d'opérateur, ce type de vacancier, pardon, quand on est un opérateur touristique, puisqu'on a moins de rationalité, moins de prédictibilité que pour d'autres types de vacanciers. Alors, ce que j'ai voulu, au terme de cette étude sur ces vacanciers, c'est essayer de voir leur distribution dans la population belge, sur base d'une étude dont je vous épargne tous les détails techniques et méthodologiques, pour voir quels étaient les types les plus répandus en Belgique. Alors, donc ici, il y a 2 grands types qui sont plus répandus. C'est les vacanciers rationnels, 24% de la population belge qui part en vacances, et les opportunistes, 23%. Alors, les 2 autres types qui suivent, ce sont les rationnels et les routiniers et les hédonistes, avec 16 et 17%, et 2 autres types un peu moins qu'on rencontre un peu moins, les adaptables, et heureusement, on peut s'en réjouir, je pense, seulement les contraints, les vacanciers contraints ne sont que 7%, mais bon, vous voyez que on a une distribution assez bien équilibrée finalement de ces 6 types, ce qui montre là aussi l'intérêt de cette typologie. Alors, il y a moyen évidemment de profiler ces segments de manière plus précise pour, de manière concrète, toucher ces personnes qui représentent des classes d'âge, des situations familiales, etc., différentes, des habitudes de vacances un peu différentes. J'ai malheureusement pas le temps d'évoquer tout cela. Et tout cela a des implications, mais ça, je vous en ai déjà parlé pas mal. Donc, je préfère garder les dernières minutes qui me restent pour évoquer quelques grands paradoxes du touriste contemporain qui, eux aussi, tout comme la typologie que je viens de développer, sont susceptibles d'influencer les décisions que l'on prend au niveau de ses services touristiques, que ce soit dans l'hébergement, les attractions touristiques, pour les prestataires publics aussi, ça peut avoir de toute son importance. Alors, un des paradoxes qui m'a le plus interpellé au cours des 20 dernières années et de toutes les études que j'ai eu l'occasion de mener dans le domaine, c'est l'idée que quand on part en vacances, en principe, le motif numéro 1, c'est l'évasion. C'est l'évasion, se changer les idées, changer les esprits, c'est le dépaysement. Or, qu'est-ce qu'on constate souvent? C'est que, en tout cas pour certaines formules de vacances, la première chose que le vacancier va essayer de faire une fois qu'il est arrivé à destination, c'est se rassurer, c'est retrouver ses petites habitudes du quotidien. Est-ce qu'il y a du Wi-Fi? Est-ce qu'il y a du Wi-Fi? Une des premières questions que l'on pose quand on arrive dans un hôtel. Est-ce que vous avez sur place, vous êtes en Espagne ou en Turquie, le soir, la Belgique, Place de Nice pour nos amis flamands, on va essayer de retrouver une certaine sédentarité. Donc, j'ai qualifié ce paradoxe nomade et sédentaire. Le touriste, il veut partir, mais souvent, il se retrouve, comme vous voyez ici dans cette photo, dans un super club de vacances, en Turquie ici, dans un espace totalement cloisonné qui ressemble plus à la limite à une prison qu'à un club de vacances. Et donc, vous avez vraiment aujourd'hui ce paradoxe. Il y a des gens qui ne sortent plus de cette bulle environnementale, de ce club de vacances, et plutôt que d'aller vers les autres, ce sont les hôtes qui vont venir vers lui, vers ce vacancier, pour lui offrir ce qu'on appelle, ce que des sociologues ont appelé de la pseudo-authenticité. Des groupes folkloriques censés être authentiques sont simplement entretenus par ces clubs de vacances pour maintenir de l'ambiance dans le club. Même chose pour les artisans que l'on fait venir plutôt que évidemment se poser de nombreuses questions sur ces modes de fonctionnement. Donc, nomade et sédentaire, ça je le passe. Donc, découverte et amusement, c'est un autre paradoxe sur lequel j'aimerais insister. Découverte, amusement, l'idée aujourd'hui, c'est évidemment quand on part en vacances, quand on visite un musée, c'est de découvrir. Mais paradoxalement, on ne veut pas que cette découverte soit trop austère. On veut aussi prendre du plaisir, s'amuser lorsqu'on
visite un musée, lorsqu'on visite une destination de vacances. Vous avez ici une illustration de ce qu'on appelle aujourd'hui le concept d'edutainment. Edutainment, contraction en anglais, d'education et entertainment. Donc l'idée, c'est vraiment ce défi-là pour les opérateurs aujourd'hui de combiner ces deux aspects. Je pense que indirectement, cet aspect-là a été évoqué par plusieurs conférenciers précédemment, ici pour Spa ou en général pour le thermalisme, où là aussi, je pense qu'on peut joindre ces deux aspects. Alors, troisième paradoxe très très important, qui est évidemment lié à l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, c'est cette dualité entre seul et ensemble. Quand j'interroge les gens sur leur motivation de vacances, souvent ils me disent, oui, les vacances, bon, outre la découverte que j'ai évoquée, s'évader, etc., c'est aussi l'occasion de se retrouver socialement. Se retrouver socialement, c'est-à-dire avec son conjoint, par exemple, passer plus de temps que la vie de tous les jours ne le permet, rythmé par la séquence infernale métro boulot dodo, ou passer plus de temps avec ses enfants. Mais paradoxalement, les nouvelles technologies de l'information permettent aujourd'hui de rester seul, isolé dans son monde, alors qu'on est en vacances sur une plage magnifique à deux et on pourrait vivre une expérience romantique. Qu'est-ce qu'on fait? On est chacun sur Facebook à entretenir son réseau social, son réseau virtuel, à envoyer des SMS, à envoyer ceci. Et évidemment, là aussi, on peut soit être pour ou contre. C'est quand même interpellant d'avoir cette dualité, ce paradoxe qui apparaît singulièrement dans l'expérience de vacances. Alors, quatrième paradoxe très important, c'est le paradoxe entre de plus en plus aujourd'hui une recherche d'authenticité. Le touriste, le vacancier veut sortir des sentiers battus, ce qui l'amènera par exemple ici au Kenya à vouloir faire un safari, etc. Mais attention, il y a des limites à cette recherche d'authenticité. On veut que le confort moderne reste là en permanence. Le confort moderne, c'est quoi? Je l'évoquais tout à l'heure. C'est par exemple son smartphone, le sacro-saint smartphone. Et donc même si on part une semaine dans le désert du Sahara, on va vouloir absolument garder son smartphone et on va s'équiper d'un sac à dos avec des petits panneaux solaires pour alimenter en permanence ce smartphone. Autre exemple ici, c'est celui de ce qu'on appelle aujourd'hui le glamping, le glamorous camping. Donc, c'est vivre des expériences de camping, mais dans des endroits inédits, comme au Kenya ici par exemple, et avec évidemment tout ce confort moderne que l'on souhaite. On a ici effectivement plus l'impression d'être dans un hôtel 4 étoiles que dans un camping. Enfin, un dernier paradoxe que je vais évoquer ici, c'est celui, là aussi très évident, je pense, de cette virtualité qui nous envahit de plus en plus chaque jour, avec évidemment la question à ce moment-là sur la nature même de l'expérience touristique. Est-ce que ce qu'on visite, c'est encore quelque chose de réel ou purement virtuel? À partir du moment où, comme sur la photo ici, vous juxtaposez votre smartphone pour, de manière augmentée, ce qu'on appelle aujourd'hui la réalité augmentée, faire apparaître de l'information sur la cathédrale de Notre-Dame ici à Paris, qui vous permet donc de voir sur votre smartphone qu'elle fait 167,9 mètres de haut et qu'elle a été bâtie à telle et telle époque. Est-ce que votre expérience est encore réelle ou est-ce qu'elle en devient virtuelle? Évidemment, la virtualité s'impose parfois de manière totale lorsque des musées offrent la possibilité à des visiteurs de s'immerger sur leur ordinateur dans cette visite. Et donc, là aussi, on peut se dire, paradoxe, réel, virtuel, de plus en plus, les deux se juxtaposent. L'exemple du smartphone ici et de la réalité augmentée qui va encore être amplifié avec le phénomène des Google Glass, donc les lunettes Google qui permettent de la même manière ici, à terme, si vous visitez un monument, de faire apparaître de l'information sur ce monument, des heures d'ouverture, des prix d'entrée et de l'information évidemment culturelle sur les monuments que vous visitez. Alors oui, j'en avais oublié un. Dernier paradoxe que je vais évoquer ici, c'est celui aussi qui veut qu'aujourd'hui de plus en plus de touristes, je l'ai vu tout à l'heure en termes de prise de décision, sont opportunistes dans leur choix, leurs décisions, mais se veulent aussi altruistes. Donc opportunistes, on veut parfois faire des bonnes affaires au niveau financier, mais parfois aussi on n'hésitera pas à donner sans compter. Ici, l'exemple que j'ai choisi, c'est celui du couchsurfing, couchsurfing qui permet donc d'accueillir chez soi de manière gratuite et désintéressée d'un point de vue financier des voyageurs des quatre coins du monde sur base simplement de la confiance, sur base aussi de l'idée qu'on va échanger des expériences culturelles. Si vous allez à Moscou demain, vous pourrez comme ça rencontrer un Russe qui va non seulement vous prêter son canapé ou même une chambre pour la nuit gratuitement, mais aussi vous faire découvrir les endroits peut-être moins visités de Moscou. Et donc, on a cette idée à la fois d'altruisme parce qu'on donne,
On partage, hein, c'est un peu l'idée de l'économie du partage, de la consommation collaborative qui se développe également beaucoup ces dernières années, et aussi de l'opportunisme parce qu'on en profite. Hein, ça permet de partager, mais ça permet aussi de gagner de l'argent puisque ces modes de consommation sont moins chers, voire même gratuits. Voilà, donc je vais conclure ici avec la volonté d'insister sur le fait qu'aujourd'hui, il est très très difficile de classer le touriste dans une seule catégorie, donc les segmentations classiques basées sur l'âge, sur la situation familiale, sur les revenus, sur le mode d'accompagnement, sont vraiment à prendre avec précaution parce que plus que jamais, le tourisme contemporain, il ressemble à un caméléon, quelqu'un qu'on peut difficilement classer dans une catégorie, qui va changer de couleur en fonction de ses envies, en fonction de ses attentes, en fonction de la période de sa vie également dans laquelle il se trouve. Voilà. Merci de votre attention. Merci au professeur De Croop. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on peut, avant d'entendre les autres orateurs, faire appel à vos questions sur les profils, je dirais, qui viennent de vous être présentés. C'est pas évident, hein, entre guillemets, de commercialiser des produits touristiques quand on s'en réfère aux données qui viennent d'être exposées. Des questions pour plus tard, peut-être? D'accord, très bien. Merci, professeur. Et puis maintenant de France, hein, nous accueillons Léa Lemoine, qui est chef de projet patrimoine et numérique à la route des villes d'eau du Massif central. Alors, tourisme, culture, numérique, tout ça fonctionne? On peut mettre en rapport? Je pense, oui, je vais vous le démontrer, en tout cas, je vais essayer. Je vais vous présenter tout d'abord notre réseau. On se situe donc en France, dans le Massif central. On est une association qui regroupe 18 villes thermales, qui a été créée donc en 1998. Et notre objectif, dès le départ, c'était de changer l'image des stations thermales dans l'esprit du grand public pour affirmer le pouvoir d'attraction touristique de ces villes thermales. Alors justement, dès le départ, on a souhaité faire des spécificités des villes d'eau, des leviers de développement touristique, d'une part par le biais de la structuration de la filière bien-être et d'autre part via la valorisation de la filière patrimoine qu'on valorise de plus en plus via les supports numériques. Alors quelques petits points pour commencer sur les tendances et les pratiques du tourisme mobile. Donc le numérique a vraiment bouleversé notre manière de consommer l'information de manière permanente. Il place de plus en plus les consommateurs au cœur de la promotion des territoires à travers les expériences, les avis. Et il pousse bien sûr les territoires touristiques à repenser leur marketing d'une manière globale. Aujourd'hui, on parle d'un consommateur qui est hyper connecté. Au niveau mondial, on a 2,4 milliards d'internautes, 1,8 milliard d'utilisateurs de réseaux sociaux et 6,5 milliards de téléphones portables qui sont utilisés. En France, on est à 27 millions de mobinautes avec 50% de smartphones et un taux d'équipement en tablette tactile qui tend vraiment à augmenter à une hauteur de 17% en 2013. Et bien sûr, une forte dépendance à la connexion en tout lieu, à toutes heures et sur tous les supports connectés. Le Wi-Fi est d'ailleurs devenu même un critère déterminant pour le choix d'un hébergement aujourd'hui. Le consommateur, il est également hyper informé, il a accès à une multitude d'outils. On a l'exemple de la ville d'Amsterdam qui dispose de plus de 400 applications mobiles dans le domaine du tourisme. Et au sein de tous ces outils, justement, les applications mobiles sont vraiment les outils les plus importants. On peut penser par exemple à TripAdvisor ou à l'outil Maps Google également. Et l'ensemble de ces applications concurrencent directement les offices de tourisme et les territoires touristiques, ce qui les pousse à alimenter aujourd'hui d'autres canaux d'information touristique. Aujourd'hui, le consommateur, il est même curateur de la destination, il prend la parole avant, pendant et après son séjour. De plus en plus, on va même l'installer au cœur des études de clientèle. On a le cas d'une étude au Colorado qui s'appelait What Makes You a Coloradan, où l'utilisateur était invité à choisir le logo et à participer à une étude d'identité en ligne. Donc parallèlement, le touriste va être également à la recherche d'une relation client instantanée, ce qui va pousser les territoires à communiquer hors les murs.
On a le cas d'Air France qui s'appuie sur Twitter pour répondre aux demandes des voyageurs. Et bien sûr, le consommateur, en partant, il dépose ses avis et partage son expérience. Donc sur TripAdvisor, entre autres. Alors bien sûr, le consommateur, il est à la recherche aussi de jeux, de gamification territoriale. On voit apparaître de nouvelles formes de découverte de territoire. On peut penser à Foursquare ou à différents dispositifs. Plus près de notre région, on a une belle opération de géocaching, donc une chasse au trésor géolocalisée qui s'appelle Terra Aventura et qui est proposée sur la région Limousin à travers 100 caches. Donc l'idée, c'est que le touriste sillonne le territoire et qu'il participe directement à ce jeu grandeur nature. Et pour finir sur ces grandes tendances du tourisme mobile, le consommateur est à la recherche d'expériences de visite. Donc tous ces outils numériques permettent d'enrichir l'expérience de visite via le storytelling, via des contenus enrichis qui vont permettre de décrypter un petit peu plus loin le réel. On peut penser à la réalité augmentée, notamment le beau projet qui a été réalisé en France à l'abbaye de Cluny, et à différentes techniques comme les QR codes ou la technologie des NFC, de la NFC, pardon. Alors c'est dans ce contexte que notre réseau touristique s'est développé. On s'appuie vraiment de plus en plus sur le numérique pour développer nos stations thermales. Avant d'arriver à cela, on a quand même mis en place d'autres actions, déjà pour mieux connaître notre patrimoine thermal, pour valoriser l'offre déjà existante en termes de médiation du patrimoine thermal, puis en développement des outils numériques pour arriver aujourd'hui à une véritable démarche de marketing territorial participatif. Alors au niveau de la connaissance du patrimoine thermal, on s'appuie sur un réseau d'acteurs locaux qui sont passionnés, puisque nous associons tous les acteurs des stations thermales liés directement ou indirectement à la filière patrimoine, donc des élus, des techniciens, des guides, des bénévoles d'associations, lors de journées techniques, des journées partenariales où l'on réfléchit, on échange sur les expériences, les bons procédés, et on essaie de faire également un petit peu de prospective. Alors pardon. Lors d'une première journée technique, on a décidé de lancer un inventaire du patrimoine thermal qu'on a réalisé en 2009 avec Elsa Schneider-Manuc de Roya, et qui est actuellement réactualisé cette année. Donc on a rencontré les acteurs clés, fait un repérage topographique et photographique, recherché et puis analysé toutes ces données pour les synthétiser dans un dossier par station et un dossier collectif. Et ces études nous ont permis de définir ce qu'était chaque station thermale à travers ses termes, ses centres de bien-être, également les ressources humaines, la station patrimoine aussi, à travers son urbanisme, la signalétique, l'histoire, l'architecture et les sources bibliographiques, et la station tourisme, à travers les visites guidées, les visites théâtralisées, la promotion et les labels, les musées et tout ce qui est événementiel aussi. Toutes ces données, on les a synthétisées à travers donc un outil bien spécifique, et ça nous a permis de matérialiser ce qu'était le patrimoine matériel et immatériel justement de notre réseau, et de mesurer un petit peu les atouts et les faiblesses de notre destination en termes de protection et de médiation du patrimoine. Alors on valorise de manière permanente l'offre en médiation, des offres qui sont assez nombreuses et qui tendent à augmenter. On édite un programme d'animation qui s'appelle 18 destinations patrimoine, qui recense donc toute l'offre culturelle sur le patrimoine thermal lors de la saison estivale. On participe aux Journées européennes du patrimoine depuis 2008. Donc là, c'est principalement une opération de communication. Et puis, on arrive sur le développement d'outils numériques. Ce projet-là a commencé à Roya-Chamalières, là où nous sommes basés, à travers un circuit qu'on a appelé Itinérance, un circuit de QR code qui est composé de 13 étapes donc pour découvrir le patrimoine thermal de Roya. Cette démarche, on l'a généralisée à l'ensemble de notre réseau à travers des circuits virtuels sur une plateforme qui s'appelle Circuit. Donc 18 circuits pour découvrir le patrimoine et les richesses de l'architecture thermale de notre réseau. On a monté un partenariat également avec Google pour la visite virtuelle pour les pros. Donc là, vous avez par exemple les grands thermes de Châtel-Guyon qui sont actuellement fermés, et cet outil permet justement de les ouvrir à la visite de manière un peu plus générale.
L'an dernier, on a mis en place une exposition qu'on a intitulée Les trésors architecturaux des villes d'eau du Massif central et d'Europe. C'était pour célébrer les 15 ans de notre réseau et c'est un projet qui a plutôt bien marché. Donc c'était des panneaux, vous le voyez, assez grands, exposés à l'extérieur, donc accessibles à tous. Et il y avait une petite partie numérique aussi à travers ce projet, puisqu'on a mobilisé des QR codes qui renvoyaient à des vidéos de nos partenaires, donc ceux qui font vivre vraiment le patrimoine thermal au quotidien, et également à plusieurs spécialistes. Et aujourd'hui, on est à ce stade-là, au niveau de la valorisation de notre patrimoine et de notre destination, on est dans une démarche de marketing territorial participatif. Donc là, on s'appuie encore une fois sur nos partenaires par le biais d'un groupe de travail numérique. L'idée, c'est de lancer rapidement un diagnostic numérique et pour matérialiser ce domaine-là, on a souhaité lancer une première action cette année avec un concours photo qu'on a appelé I Love Ville d'eau. Donc un concours photo essentiellement sur Facebook. L'idée, c'était vraiment de faire participer les visiteurs à nous faire partager leur regard sur les stations thermales. Donc les thématiques, c'est l'architecture, l'eau, l'environnement. Et puis on s'appuie encore une fois sur nos partenaires par rapport au jury, puisque le jury est composé des professionnels partenaires de nos villes d'eau. Et on l'espère beaucoup d'autres projets numériques en devenir et à venir. On réfléchit à la réalité augmentée, peut-être à une chasse au trésor, à une démarche d'ambassadeur également, à un site communautaire et pourquoi pas d'autres produits marketés. Merci de votre attention. Merci Léa, c'est clair, c'est net, c'est impressionnant, je dirais. Je pense que en matière de développement numérique, vous avez vraisemblablement certainement pas une longueur de retard, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est très inspirant comme exemple. On va un peu rester avec Jérôme Haussens, qui est un des responsables de la Fédération du tourisme de la province de Liège, dans ce surf numérique d'une certaine manière, puisque non seulement Jérôme, vous êtes responsable de la promotion de cette fédération, mais vous allez aussi prendre en charge un département qui s'occupe de la commercialisation à travers ce phénomène que certains d'entre vous connaissent et que d'autres vont découvrir de place de marché. Tout à fait. Donc, merci pour l'invitation tout d'abord. Donc effectivement, la fédération a décidé de se lancer dans ce beau projet de commercialisation de territoire. Pourquoi? Parce que, pour répondre notamment à la question, le consommateur de services touristiques, qui est-il? Aujourd'hui, le touriste est avant tout un internaute, un acheteur en ligne. Donc la plupart des personnes qui veulent partir en voyage, pour un long voyage ou pour un plus court, vont sur Internet pour s'informer et bien souvent aussi pour acheter. Un site Internet qui a juste de l'information touristique, on dit dans le métier, il est mort, il ne sert à rien. Donc, on veut être dans la tendance et pouvoir donner l'opportunité aux touristes à la fois de s'informer tout en ayant la possibilité de réserver son séjour. Donc, quelques chiffres aussi, mais je ne vais pas vous saouler avec ça parce qu'on a déjà donné pas mal de chiffres pour cet atelier. Donc, l'e-commerce en Belgique, c'est plus ou moins 6 milliards. 3 milliards en 2013 et le tourisme représente 50% de ce chiffre. On est encore loin derrière le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas et l'Irlande, puisque l'Irlande est devant nous, il y a une petite erreur dans le graphique. Mais la tendance est à la hausse. Donc, le Belge est frileux au niveau des achats en ligne, mais sa mentalité est en train de changer. Et le fait qu'elle change, il faut saisir l'opportunité au niveau du tourisme, justement, pour lui proposer une offre en adéquation à ses recherches, à ses attentes. Or, on voit notamment pour le territoire de la province de Liège, très peu de prestataires touristiques se vendent en ligne. Les grands hôtels, comme celui où on se trouve aujourd'hui, les hôtels de chaîne, mais les petits prestataires, les gîtes, les chambres d'hôtes, ne se vendent pas en ligne, alors que bon nombre de ces prestataires, notamment en France, le font, et avec succès. Alors, on voit notamment au niveau des chiffres, des types de produits consommés sur Internet, donc achetés sur Internet. On voit que dans le top 5, c'est clairement des achats liés au tourisme, donc de l'hébergement. Bon, il y a bien évidemment tout ce qui est vêtements et chaussures. Les dames sont très puissantes à ce niveau-là, mais aussi tout l'achat de billetterie et l'achat de billets, que ce soit pour le train,
l'avion ou autre chose. Donc clairement, l'e-tourisme, l'e-commerce touristique a vraiment le vent en poupe. Donc face à ce constat, la fédération a décidé effectivement de se lancer dans ce projet d'e-commercialisation de son territoire, aux côtés des prestataires de son territoire et au profit de ceux-ci, puisque comme je l'ai dit, très peu de nos prestataires sont équipés pour se vendre en ligne. On veut les aider à se vendre plus et se vendre mieux en ligne, avec un partenaire leader dans le domaine de la place de marché touristique qui est Alliance Réseau, une société française située à Saint-Jean-de-Maurienne, et en utilisant une technologie qui a fait ses preuves et qui évolue de semaine en semaine, de mois en mois. Ça s'appelle l'Open System. Alors les plus prestigieuses destinations touristiques françaises utilisent l'Open System. Donc en France, près d'un département sur 2 utilise ce système, soit 400 destinations touristiques, dont Paris, Lourdes, Chamonix, La Plagne, donc pas des petites destinations, 44 000 prestataires touristiques équipés, près d'1 demi-million de réservations en ligne qui représentent 300 millions d'euros de volume d'affaires. Le concept Open System, c'est quoi? Donc c'est une solution dédiée et pensée pour l'ouverture et la gestion d'une place de marché touristique. Alors, pourquoi place de marché? C'est comme la place du marché où monsieur et madame tout le monde vont le dimanche matin pour aller chercher sa charcuterie, son poisson, ses légumes et la paire de chaussures que madame a vue en passant. La place de marché touristique, c'est le même concept, si ce n'est que le touriste, il va en ligne et peut acheter son hébergement, son billet pour l'opéra, il peut réserver son restaurant, il peut réserver aussi, pourquoi pas, le produit du terroir qui l'intéresse. En gros, il peut vraiment remplir son panier, comme il le fait au marché avec madame, et payer le tout via un système sécurisé en ligne. Donc, l'Open System a pour objectif de positionner la destination à 5 niveaux bien distincts. Donc d'abord, mobiliser l'offre. Donc c'est-à-dire que sur la place de marché que la fédération va mettre en place, on va mobiliser un maximum d'offres touristiques, quelles qu'elles soient. Comme je disais tout à l'heure, de l'hébergement, à la fois hôtel, gîte, chambre d'hôte, camping, et pourquoi pas des hébergements insolites, mais aussi tout ce qui est musée, attractions, produits du terroir, enfin bref, tous les métiers du tourisme sont concernés par cette place de marché. Ensuite, fusionner l'information froide et l'information chaude. L'information froide, c'est le descriptif, c'est la photo, c'est les coordonnées. Et la fusionner avec l'information chaude, qui est la disponibilité de cette offre et le tarif. Donc, par exemple, une chambre d'hôtel, on peut avoir l'information basique sur l'hôtel, mais savoir directement que telle chambre est disponible à telle date et qu'elle est réservable directement en ligne. Apporter de la valeur ajoutée à l'offre, notamment en la marketant, et j'y reviendrai un peu plus tard. Démultiplier les canaux de commercialisation, je reviendrai aussi là-dessus. Et au final, bien sûr, l'idée, c'est de contenter le client final pour qu'il revienne sur notre destination. Alors, ça fonctionne comment? Je vais vous montrer un exemple si la connexion Internet fonctionne, qui nous vient de l'île de Ré, donc du côté de la Charente-Maritime. En gros, c'est un portail, c'est une place de marché sur la destination île de Ré, qui répond parfaitement aux attentes du client dans la mesure où il peut directement savoir où loger, aller rechercher où loger, où manger, quelles sont les activités, faire du shopping avec une e-boutique par rapport aux différents produits de consommation réservables en ligne, et mettre tout ça dans un panier avec un seul paiement sécurisé. Donc c'est son choix, c'est critérisé, donc ça veut dire au niveau des hébergements par exemple, il peut choisir d'aller dormir dans un hôtel, gîte, chambre d'hôte, d'avoir toutes les classifications, choisir son lieu, donc tout est critérisé pour qu'il fasse vraiment son marché à ses attentes. Voilà, je ne vais pas aller trop loin dans la démonstration parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vous invite à aller voir ce site-là qui est très bien fait et qui a beaucoup de succès au niveau des touristonautes, comme je l'ai dit. Alors, toujours dans la mobilisation de l'offre, évidemment, il y a des passerelles à développer. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a certains opérateurs touristiques qui font déjà de la vente en ligne. Donc, ceux-là, il faut inévitablement créer des passerelles avec leur système existant pour que l'information soit encodée une seule fois au niveau de l'hôtelier, par exemple, mais qu'elle remonte directement et en temps réel vers la place de marché. Pour ceux qui n'ont pas de vente, qui font pas de vente en ligne, l'outil est mis à disposition par la fédération pour qu'il puisse se vendre lui-même en ligne sur son propre site internet. Donc, Alliance Réseau attache un choix particulier au bon fonctionnement des passerelles, ça je le dirai un peu plus tard, et chaque année, de nouvelles passerelles sont créées en fonction des destinations et des différents outils utilisés par les prestataires touristiques. Alors, ce qui est très bien fait dans l'Open System, c'est que ils ont créé des web planning, comme on dit, en gros, elle a géré le planning de son offre en fonction des différents métiers. En effet, on ne gère pas une offre hôtelière comme on gère un gîte, comme on gère un camping, comme on gère un musée, comme on gère un parc d'attractions.
Donc ils ont créé des modules, des outils informatiques très faciles à l'utilisation pour chacun des métiers du tourisme. Donc ici, il y a Open, donc il y a pour les chambres d'hôtes, les meublés, les campings, les refuges. Ils ont équipé notamment, je vous invite à aller voir un site que je vous montrais tout à l'heure qui s'appelle Mon Tour du Mont Blanc, et bien évidemment les hôtels. Alors, il y a aussi des outils dédiés à tout ce qui est activité, comme je l'ai dit, les parcs de loisirs, à la billetterie pour les événements, mais aussi pour les différents festivals. Éventuellement, les francopholies de Spa pourraient être vendues directement via la place de marché et le site de l'Office du tourisme, pour autant qu'il y ait un accord et un intérêt de la part de l'organisateur. Et open location de matériel, que ce soit location de ski, location de vélo, ou encore que sais-je bien d'autres choses. Des web plannings dédiés toujours donc par rapport à, comme je disais, boutique. Donc notamment ici, on le voit, c'est dans la région, je ne sais plus exactement où ça se trouve, mais c'est un magasin qui fabrique des opinels. C'est vraiment c'est là que l'opinel est né, et on peut aller choisir son opinel, la réserver en ligne et la recevoir chez soi après quelques jours. Donc ce produit est disponible à la fois sur le site de la société qui crée les opinels, mais aussi de l'Office du tourisme et aussi du département. Alors Open Resto, bon bah là ça ne se fait pas encore, c'est pas encore très courant, mais demain je suis persuadé que la plupart des personnes pourront réserver leur restaurant en ligne, en tout cas bloquer la table. Le paiement se fera toujours inévitablement sur place, mais l'outil, Alliance Réseau a développé un outil pour déjà permettre d'équiper les restaurants d'une destination. Alors, je ne vais pas vous montrer tout comment ça fonctionne en ligne parce que je veux dire ça prendrait beaucoup trop de temps, mais clairement l'idée c'est d'équiper un maximum de prestataires pour que tous ces prestataires se retrouvent sur différents portails d'e-commerce. Alors, le prestataire choisit sa propre solution en ce qui concerne le paiement en ligne. Donc, il y a bien évidemment des passerelles qui ont été créées avec différents modèles de paiement économique sécurisés, PayPal et autres, mais aussi les différentes banques. Mais le prestataire peut aussi choisir soit le paiement sécurisé en ligne, soit de la pré-réservation. Donc, il paye après, il envoie un chèque. Et alors, il y a un tout nouveau système qui est, pour le moment, qui est en train de se mettre en place justement dans le courant de ce mois de juin 2014. Ils sont en train de réaliser quelque chose d'assez intéressant avec la société paysanne de Toulouse. Donc, ça veut dire que le touriste va aller piocher les différentes prestations qui l'intéressent dans son panier, et il fera un seul paiement sécurisé. Donc, ça veut dire que au final, il payera peut-être 6 ou 7 prestations différentes avec un seul paiement avec sa carte de crédit. Et tous les paiements seront inévitablement redistribués de manière sécurisée sur les différents comptes des prestataires touristiques. Donc, il ne sort qu'une seule fois sa carte de crédit et il n'encode qu'une seule fois ses données. Donc, c'est assez intéressant quand on sait que quand on veut organiser un voyage de plusieurs jours, bien souvent, il faut aller sur plusieurs sites et payer plusieurs fois différentes prestations. Alors, on va, pour créer de la valeur ajoutée, parce qu'évidemment, je veux dire, inévitablement, c'est le rôle de la Fédération du tourisme, c'est faire en sorte d'équiper les prestataires avec ces outils d'e-commerce et faire en sorte que les prestataires se vendent mieux et plus. On va créer de la valeur ajoutée. Comment? Comme je disais tout à l'heure, en mixant les données froides et les données chaudes, en utilisant ce qu'on appelle donc tout ce qui est avis client. TripAdvisor est incontournable aujourd'hui parce que tout le monde veut savoir ce que pensent les différents consommateurs de ce produit-là. Monsieur De Crop le disait tout à l'heure, et Léa aussi. Ces plateformes sont inéluctables. En marketant l'offre, qu'est-ce que ça signifie? Donc concrètement, c'est que par exemple, on a en province de Liège différentes pistes de ski de fond. Quand on arrivera à la saison juste avant la période hivernale, on pourra mettre en avant cette offre de location ou de piste en avant sur le site pour que ça corresponde directement à la recherche du consommateur. En packageant l'offre, effectivement, donc nous pourrons, moyennant accord bien évidemment des prestataires, faire en sorte de packager une offre, je vais dire une offre Saint-Valentin par exemple. On pourra proposer aux consommateurs une nuitée dans un hôtel au cœur de Liège avec une soirée à l'opéra et complétée par un restaurant au centre-ville. Donc tout ça, on pourra le packager et le vendre en direct. Donc il aura soit le choix de faire son marché, soit d'acheter un produit tout fait et déjà monté direct pour lui. On peut par ailleurs développer, comme je disais tout à l'heure, des sites dédiés, que ce soit par exemple à une entreprise. En France, il y a ce qu'on appelle les comités d'entreprise. Chez nous, ça n'existe pas, mais les entreprises s'organisent autrement. Donc, ça veut dire que nous pourrions éventuellement créer un site dédié à, je vais dire, à l'entreprise Toyota qui se trouve dans le nord de la France,
pour son CE en proposant des offres avantageuses. Donc le site serait uniquement accessible pour les employés de cette société-là et pour aller voir les différentes offres que propose la province de Liège aux employés de Toyota, par exemple, du nord de la France. Et alors ces sites-là peuvent également être utilisés pour des événements, comme je disais tout à l'heure, les francophonies de Spa. Nous pourrions créer un site avec tout ce qui est billetterie et programmation pour les francophonies, mais aussi proposer en parallèle l'offre d'hébergement, par exemple, et voir d'autres choses. Alors, c'est un outil aussi qui permet aussi d'être utilisé dans les offices du tourisme et les maisons du tourisme, parce qu'il y a toujours des touristes qui viennent directement à la maison du tourisme ou à l'office pour se renseigner. Donc cet outil-là, si un touriste vient au comptoir et demande, ben voilà, je cherche un gîte dans la région pour demain et après-demain, ben directement grâce à cet outil-là, l'hôtesse d'accueil pourra savoir quel gîte est disponible dans telle région et le réserver en direct pour le touriste. C'est pareil au téléphone, les réservations pourront se faire grâce à cet outil-là, qui est un outil de back-office pour l'office du tourisme ou la maison du tourisme. Voilà, donc au final, c'est bien évidemment contenter le client final en lui laissant soit le choix de créer son propre séjour, soit en lui proposant des packages montés pour lui, tout en essayant de lui faire savoir ce que pensent les autres consommateurs qui ont déjà acheté ces produits avant lui. Alors, quand je disais tout à l'heure, je parlais de démultiplication des points de vente, donc l'offre, donc par exemple le gîte qui décide d'adhérer à la place de marché, ben il aura un module d'e-commerce sur son propre site, mais cette offre, donc ce gîte, sera vendu aussi sur le site de l'Office du tourisme. Il sera vendu aussi sur le site de la Maison du tourisme. Il sera vendu aussi sur le site de la Fédération du tourisme et sur tous les canaux de distribution que la Fédération aura obtenus. Donc ça veut dire que il gagne en visibilité. Non seulement on lui donne l'outil pour se vendre en ligne, mais en plus on lui donne la possibilité d'être beaucoup mieux vu, beaucoup plus vu qu'auparavant. Donc les sites de la destination, son propre site internet, mais aussi les plateformes comme Booking et TripAdvisor, parce que aujourd'hui on va pas pouvoir rivaliser avec Booking bien évidemment, mais on laisse le choix au prestataire, l'hôtelier par exemple, d'ouvrir la vanne Booking ou de la fermer. Donc ça veut dire qu'il ouvre la vanne de sa disponibilité vers Booking à certaines périodes s'il a besoin vraiment s'il manque de réservation, ou alors il la ferme, c'est son choix, c'est lui qui décide. Mais les passerelles sont créées avec ces différents principaux systèmes de vente en ligne. Alors, certains à La Rochelle notamment, donc toujours en Charente-Maritime, ils ont décidé d'utiliser ce système place de marché justement pour contrer Booking. D'ailleurs en France, ça fait un peu débat pour le moment. Ils sont loin d'y arriver. Clairement, c'est pas ça qu'ils vont faire, mais ils sont vraiment tout le réseau hôtelier de La Rochelle a décidé de se mettre derrière ce système-là pour justement contrer les Booking et ses commissions astronomiques. Avec un certain succès d'ailleurs, parce qu'apparemment ils arrivent, en tout cas, ils s'en sortent. Donc peut-être font-ils encore appel de temps en temps à d'autres OTA, mais en tout cas, ils ne veulent plus du tout entendre parler de Booking. Alors, mesurez votre impact. Bien évidemment, cet outil-là, si on ne peut pas mesurer les ventes, voir qui est venu, à quel moment, qu'est-ce qu'a-t-il consommé, c'est pas intéressant. Donc, il y a tout un module qui s'appelle OpenStat qui permet de voir, d'analyser la fréquentation et le comportement de la navigation et du consommateur. Donc, et de pouvoir calculer justement le taux de conversion. Donc, ça veut dire que cette personne, elle est venue X fois sur le site et elle a acheté 2 fois. Si elle est venue 100 fois qu'elle a acheté 2 fois, c'est peut-être qu'il y a peut-être un effort à faire au niveau des outils de commercialisation. Et enfin, je vais vous parler que la place de marché, ça évolue tout le temps parce que le tourisme, ça évolue, oui, et l'e-commerce touristique, ça évolue encore plus vite. On dit que Google, d'ailleurs, s'y intéresse très fortement et risque de concurrencer bientôt Booking. Il faut innover. Et un concept qui est assez sympathique, j'espère que la connexion fonctionnera, ça s'appelle Mon Tour du Mont Blanc. Ça a été créé par tous les refuges, enfin, avec Alliance Réseau, et tous les refuges qui se situent autour du Mont Blanc, donc sur la Belgique, la Suisse, la France, oui. On n'a pas encore le Mont Blanc chez nous. La France, la Suisse et l'Italie. Donc tous les refuges sont encodés dans le système, et les randonneurs, par exemple, qui ont envie de partir faire le tour du Mont Blanc, peuvent directement réserver tous leurs refuges pour faire leur propre tour, donc en fonction de leur capacité à marcher 1 heure ou marcher 4 heures. Une petite démonstration, si on part par exemple de Chamonix-Mont-Blanc, je pars le 11 juin 2015, je veux faire le tour de Mont-Blanc dans le sens horaire. Voilà. J'espère que ça va fonctionner. Voilà. Donc il va me proposer les différents refuges disponibles à cette date-là. Je vais par exemple prendre la première,
Voilà, je l'ajoute. Donc il reste 6 places, c'est parfait. J'ajoute une étape. Le lendemain, il va me proposer, donc il me dit directement, j'ai réservé tel refuge. Voilà, c'est auberge de La Burne, je sais pas comment ça se prononce. Et ensuite, je sais que le prochain gîte, il est soit à 50 minutes de marche, soit à 1h05, soit à 2h, soit à 4h45. Je suis un grand randonneur, je décide d'ajouter celui-là parce que je vais marcher 4h45 et automatiquement, le gîte, il est réservé, il est booké. Donc, on sélectionne tous ces refuges et une fois que le panier entre guillemets est complet, voilà, j'ai réservé deux gîtes parce que j'aurais marché au total plus ou moins 6 heures, ça me convient très bien, j'ai pas envie d'en faire plus, j'ai que 2 jours de congé. Donc je vais aller dans le panier pour finaliser l'achat et réserver directement les refuges que j'aurais sélectionnés. Donc tout est en temps réel et multicanal. Ça veut dire que l'information, si je réserve directement à l'hôtel, la place de marché, si je réserve par exemple sur le site d'un hôtel la dernière chambre, automatiquement cette chambre disparaît sur la place de marché. Donc c'est en temps réel. Pareil pour l'opéra, pareil pour toutes les prestations qui sont, je veux dire, liées à une disponibilité. Donc c'est un système qui marche très très bien en France. Certains départements d'ailleurs ont décidé de totalement abandonner la promotion classique pour se lancer vraiment dans la promotion commerciale avec ce nouveau système-là qui je dis fait des émules puisque en France plus d'un département sur 2 est équipé et a priori il y a beaucoup de Belges qui sont intéressés par ce système-là, notamment depuis que nous on en parle. En tout cas. Voilà. Je vais couper la connexion. Non, mais c'est pas pour tant qu'on n'a pas réservé, il y a pas de souci. Hein, donc, j'ai pas introduit mon numéro de compte bancaire, donc il y a pas de souci. Alors, je voulais juste terminer par rapport à ça. Donc, force est de constater que la crise actuelle n'est pas la crise du tourisme, mais seulement celle des produits et des process classiques. Donc, je veux dire, ici, on n'évolue pas. Le tourisme, effectivement, connaîtra encore des années noires, mais en évoluant par rapport aux attentes du consommateur et du marché, on peut sans doute contrer cette crise. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, est-ce qu'il y a des questions avant d'aborder la dernière thématique, José Clausen? Oui. Est-ce qu'il est déjà opérationnel? Donc, Payzen est déjà opérationnel ou pas? Donc, ils sont en train de le tester pour le moment. On me dit que ce sera lancé au mois de juin, donc ils le testent, ils font les tests finaux actuellement. Oui. Mais a priori, tous les premiers tests ont fonctionné. Donc, mais ils ne veulent pas le lancer après plusieurs séries de tests. Vous comprenez comme moi que c'est très important. Tout à fait, tout à fait. Mais nous sommes en train de monter un système. Enfin, nous allons lancer un appel d'offres. Tout à fait. Un système important. Merci. D'autres questions, non? Non, manifestement. Enfin bon, moi j'en aurais bien, hein, mais je ne vais pas allonger les débats. Il est bien évident qu'il reste encore, mais ça n'est pas propre au secteur du tourisme. Il reste une frange de la population, donc des consommateurs qui sont complètement largués, évidemment, puisqu'ils n'ont pas encore accès ou ne l'auront jamais à ce type de entre guillemets de communication, de consommation et d'achat de produits. Mais je le répète, ça n'est pas propre au monde du tourisme et donc j'imagine que l'offre ici est à pousser évidemment et elle se poussera d'elle-même d'ailleurs hein, vers une généralisation au fil du temps mais qu'il restera et je le souhaite pour ces personnes-là des offres alternatives et beaucoup plus linéaires encore d'une certaine manière. C'est bien pour ça aussi que l'outil permet d'équiper les maisons du tourisme et les offices du tourisme qui, au téléphone ou directement au comptoir, peut aider le consommateur à mieux acheter. Ce qui est, j'imagine, le but, en tout cas pour le consommateur, pour ce qui est de celui qui commercialise le produit, là c'est une autre réflexion peut-être.